Je suis très honoré de voir dans cette salle le professeur Moyen qui m'a fait agréger, qui nous a ouvert les voies, qui nous a accompagnés, Honoré et moi. Et je suis aussi très fier de voir ce matin le professeur Armand Moyekoa qui nous a accueillis, puisque quand Honoré et moi nous sommes rentrés, premier rhumatologue, on a hébergé quelques malades en neurologie, mais tout ce qui était scientifique, universitaire, nous le faisions avec les orthopédistes, donc nous avons des staffs communs à l'époque. Bonjour donc à tous. Le thème de ce congrès, c'était quelles approches face à l'émergence des affections rhumatismales et gériatriques en Afrique subsaharienne. Il faut dire que ces derniers temps, mes collègues et moi, nous avons sillonné les congrès de gériatrie, de médecine physique et de rhumato, et ce qui ressort, c'est que il y a en fait des émergences. On voit de plus en plus de lupus. Est-ce qu'on en diagnostique davantage ou il y en a de plus en plus? Des arthroses, n'en parlons pas. Et cette réalité elle accompagne l'augmentation du nombre de personnes de sujets âgés. Si on pense qu'en Afrique, on estime qu'en 2050, nous serons 2,5 milliards, dans ces 2,5 milliards, la proportion de sujets de plus de 65 ans, plus de 60 ans, serait de 215 millions en 2050. Et déjà au Congo, nous avons remarqué un allongement de l'espérance de vie. Vous vous rendez compte, j'aime bien le rappeler, qu'aux indépendances, l'espérance de vie n'était que de 41 ans et qu'actuellement nous en sommes à 64 ans. Cette évolution démographique s'accompagne d'une transition épidémiologique. On arrive plus ou moins à contrôler les maladies infectieuses, en tout cas, c'est dans les ODD. Par contre, il y a l'émergence ou la réémergence d'autres infections, comme Ebola, smallpox, Covid ou choléra qui réapparaît. Et puis, ce qui frappe, c'est l'augmentation des maladies chroniques non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, HTA, AVC, première cause de décès chez les personnes âgées, le diabète et les cancers. Ce tableau avec ces trois faits marqueurs occulte en réalité d'autres aspects que je voudrais montrer ici, notamment l'augmentation des affections rhumatismales et gériatriques et l'émergence des syndromes gériatriques, fragilité, démence, perte d'autonomie, qui sont souvent diagnostiqués. Alors, bien que je sois à la fois gériatre et rhumatologue, compte tenu de l'importance de la gériatrie, pour lequel ça devient une affaire d'actualité et d'avenir, je me focaliserai essentiellement dans cette conférence sur l'augmentation des affections gériatriques. Je voulais rendre hommage d'abord à Moustapha Sow. Il était interniste diabétologue, mais c'est lui quand même qui a ouvert la voie de la rhumatologie en Afrique et de la gériatrie. Très tôt, en 1990, il avait déjà consacré, dédié les journées médicales de Dakar au vieillissement en Afrique. Des prémices apparaissaient, disons que ce serait un problème du 21e siècle. Et cela n'a pas raté. Donc, à côté de lui, nous avons été accompagnés par Firmin Bikuta, un ancien de notre faculté, son patron de Lille, François Puisieux, et nous avons ensemble ouvert en 2009 le DU de gériatrie à la faculté des sciences de la santé, en sachant que nous-mêmes, 10 ans auparavant, avions fait la formation de gériatrie. Dieu merci, en 2014, le CAMES a consacré son premier professeur de gériatrie et ça a ouvert la voie à d'autres personnes. Et donc, c'est l'occasion de se glorifier d'avoir avec nous M. Binon d'Abidjan, qui a formé la première gériatre congolaise, Dr Mafona. La situation des personnes âgées, en réalité, au prisme de ces lectures, de ces pôles de Dakar, Brazzaville et Abidjan, elle est connue, bien que les données sur la population générale manquent sur les personnes âgées. Il y a cependant quelques données hospitalières qui montrent que c'est une population qui est en vulnérabilité et qui est marquée par une transition épidémiologique du point de vue des maladies et surtout un fait
qu'on n'a pas pris à sa juste valeur la perte de cohésion socio-familiale avec une déconsidération, une dévalorisation. Le sujet âgé n'est plus ce sujet digne, vénéré, respecté en Afrique, mais par contre, il fait sujet de nombreuses stigmatisations et de représentations plutôt négatives. Et il apparaît, dans ce contexte, l'urgence d'adapter les politiques à la situation des personnes âgées et d'intégrer de manière proactive la gériatrie dans les politiques africaines. Nous avons vu, en comparaison, ce qui s'est passé en Occident ou alors en Asie, avec le vieillissement de la population. Nous sommes en quelque sorte un peu avertis et la gériatrie africaine, c'est un sujet à la fois d'actualité et d'avenir. D'autant plus que ces évolutions démographiques et cette transition épidémiologique se font dans un système de santé qui est peu résilient, avec un déficit organisationnel et fonctionnel. Je suis assez bien placé pour en parler et ayant été 11 ans inspecteur général de la santé, sur la proposition de mon maître ici présent, professeur moyen, mais en sachant aussi que dans nos pays subsahariens, nous manquons de ressources. Les ressources disponibles sont limitées. Dans cet environnement et avec les principes des Nations Unies à l'égard des personnes âgées, le cadre de l'OMS, toutes les politiques africaines semblent se prendre deux approches. La première, c'est, en approche médicale, insérer la personne âgée dans le continuum de soins, depuis les déterminants de la santé, la promotion, la prévention, le curatif, le réhabilitatif et le palliatif. Cette approche médicale, elle inclut aussi la formation et la recherche. Et puis il y a également une approche sociale, nous allons en parler un peu plus en détail. L'approche médicale, tel que c'est préconisé, c'est la prise en charge communautaire. En effet, le besoin montre qu'il faut s'occuper des personnes âgées depuis la communauté et le Congo peut se glorifier d'avoir modifié sa politique sanitaire en mettant un accès particulier à la santé à base communautaire. Il faut également intégrer les soins gériatriques dans l'offre de soins et à tous les niveaux de la pyramide de soins, développer la gériatrie en créant des services, en formant des professionnels avisés. Tout ceci en mettant en exergue une nécessité, c'est le bien vieillir, réussir son vieillissement. Du point de vue de l'approche politique et sociale, ça consiste à mettre des cadres juridiques pour la protection des personnes âgées, la promotion de leurs droits, et de faire un cadre stratégique qui, bien que multisectoriel, doit pouvoir encadrer toutes les interventions. Du point de vue social, c'est la nécessité et l'urgence de les soutenir, de les protéger avec des filets sociaux, des transferts monétaires essentiellement, de ne pas les oublier dans la couverture sanitaire universelle devenue prioritaire et de renforcer les systèmes de pension lorsqu'ils existent ou alors de penser à des compensations pour soutenir ces personnes âgées. Et enfin, le soutien familial et communautaire consiste à conserver ou à réhabiliter la cohésion sociale à l'égard des personnes âgées. Avec ces approches, voici les principales préconisations que nous avons trouvées qui se font en Afrique subsaharienne. Il faut développer des politiques nationales de vieillissement actif, inspirées du cadre de l'OMS, renforcer les systèmes de protection sociale pour réduire la dépendance exclusive aux familles, former davantage de gériatres et de soignants spécialisés et investir dans la recherche locale, surtout que nous devons adapter les réponses à nos réalités africaines. Ceci dit, j'aurais pu en terminer là, mais je profite en fait de cette occasion qui m'est donnée pour me focaliser et pour illustrer tous ces propos pour parler de la situation des personnes âgées au Congo. La situation, aussi bien du point de vue de ces différentes approches, elle est démonstrative de ce qu'il faut faire et elle illustre ce qui a été fait ou ce qui devrait être fait. Alors, voici la proportion des sujets
âgés tels qu'on le voit ici, dans une population essentiellement jeune. En réalité, à partir de 60 ans, la prédominance numérique des femmes est établie chez nous à cause de la surmortalité des hommes. Mais j'en profite pour donner un peu d'espoir à celles qui ne sont pas encore mariées, en disant qu'en réalité, entre 35 et 49 ans, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est une réalité qui est un petit peu cachée. Alors, que nous dit le RGPH chez nous, le recensement général de la population et de l'habitat en 2023? La proportion des sujets de plus de 60 ans et plus, est de 4,5%. Ça fait quand même l'équivalent du quartier de Makelekele ou de Madibou, de Wenze. Et 65 ans et plus, ça correspond à peu près à Wenze et plus qu'à Bakongo ou Potopoto. C'est dire, je voulais donner une image du nombre de ces personnes âgées. Et vous remarquerez que il y a 15 ans, la proportion était de 2,52, mais en valeur absolue, ça faisait 93 000 habitants. Donc en 15 ans, on a pratiquement doublé le nombre de sujets âgés. Voici l'évolution de l'espérance de vie, en sachant que, contrairement à ce qu'on croit, à ce qui se dit, que la mortalité progresse, en réalité, c'est une question de perception, mais en fait, elle se réduit depuis les indépendances, et vous voyez comment l'espérance de vie s'est allongée, avec quand même une régression en 98 due essentiellement à la non-maîtrise de l'infection à VIH. Donc ici, depuis 2022, l'espérance de vie est de 64 ans, à cause d'une fécondité soutenue et une baisse de la mortalité. J'insiste, il ne faut pas dire forte fécondité, parce qu'en réalité, la première force, elle est démographique. Et donc, attention à ceux qui, ailleurs de l'Occident, disent que nous sommes trop nombreux. Nous ne sommes pas trop nombreux, nous ne serons jamais trop nombreux, nous avons suffisamment d'espace. Au contraire, il faut bien gérer cette population. Donc, je me suis permis même d'insister pour ceux qui faisaient le RGPH, pour qu'ils enlèvent forte fécondité, pour marquer fécondité soutenue, afin de ne pas laisser la porte ouverte à ceux qui viennent réduire les naissances. Il faut les espacer, mais pas entrer dans des politiques de réduction des naissances. En comparaison, le Congo, c'est un pays, bien que la population âgée augmente, mais c'est une population qui est à prédominance jeune. Je vous ai permis de mettre la différence avec la France, qui a une population vieillie. Lorsque les 105 ans et plus dépassent 10%, on considère que la population a vieilli et elle est à risque d'avoir une inversion démographique. Alors au Congo, les études, malheureusement, elles sont un petit peu anciennes, elles datent de plus de 10 ans pour la plupart. Elles montrent donc une faiblesse démographique des personnes âgées. On n'en a pas beaucoup, on aurait pu en avoir plus. Une faiblesse des politiques publiques de prise en charge de la personne âgée et également une faiblesse de la prise en soin dans notre système de santé. Pourtant, notre maître, le professeur Jean Lecroix, paix à son âme, dès 1990, il avait démontré que les sujets de 100 ans et plus mouraient de l'hypertension et de ses complications, des infections respiratoires et des cancers. Ça changeait des paradigmes des années 60 où c'était des maladies infectieuses qui étaient les premières causes de décès pour ces personnes âgées. Et Madame Kimbali, elle a eu le mérite de faire l'étude de l'hypertension dans la population générale et de montrer que à ces âges-là, au moins la moitié, sinon les 2 tiers sont hypertendus. Et M. Bonizabela, qui est dans cette salle également, dès les années 2000, avec l'association Diab Action, a fait des études en population qui ont démontré la prévalence du diabète. Et vous verrez que le diabète est la 3e affection rencontrée à ces âges-là dans les données hospitalières du CHU, avant les arthroses, les problèmes oculaires et les démences. Des enquêtes qui ont été faites chez nous par les affaires sociales et le ministère de la Population, le ministère de la Santé de la Population, ont montré que 30 à 60% des décès dus aux maladies non transmissibles concernaient les personnes âgées. Qu'il n'y avait pas de système d'assurance, ou en tout cas c'était vraiment négligeable. On n'exemptait pas les coûts, elles payaient comme les autres.
Et c'est ce qui était à l'origine quelquefois du phénomène d'abandon des personnes âgées aux mains des personnels de santé. La gérontologie était limitée à une voire deux personnes et nos protocoles de soins se focalisaient plus sur la femme, la mère et l'enfant et ne prenaient pas toujours en compte la personne âgée. Une enquête CAP, qui est vieille mais qui sert de principe quand même, montrait que à ces âges-là, presque un tiers des personnes âgées étaient dépendantes, mais en valeur quand même sur-africaine, l'immense majorité vivant en famille, dans leur propre domicile, avec leurs conjoints et les enfants. Du point de vue de la sécurité alimentaire, il y avait une situation d'insécurité. Déjà, il y a 10 ans, un Congolais sur deux n'avait plus droit qu'à un seul repas. Alors imaginez des familles où le chef de famille est une personne âgée, c'est encore plus dramatique puisqu'on privilégie le repas pour les enfants. C'est dans cet environnement économique que les personnes âgées chez nous sont contraintes à avoir une activité économique d'occupation de bricolage, mais qui est peu rémunératrice, mais qui leur permet quand même d'avoir un complément de rémunération. Souvent, c'est dans les petits commerces, l'agriculture, la maçonnerie ou l'artisanat. Parce que les personnes âgées bénéficiaires d'une pension de retraite sont très peu nombreuses. Alors, les données au Congo montraient donc une insuffisance de mise en œuvre de tous les plans qu'on a fait. Je vous montrerai tout à l'heure, on a fait régulièrement du travail intellectuel de conception, mais qui n'a pas forcément été mis en valeur. On avait également vu qu'il y a une faible intégration de la gériatrie et une faible promotion de la médecine préventive et promotionnelle à l'égard des personnes âgées. On sait très bien que la réduction de la mortalité dépend à 43% des habitudes favorables à la santé, à 20% pratiquement de l'environnement. Cela vaut aussi bien pour l'adulte, l'enfant, mais également pour le vieillard, mais nous n'avons pas de message qui leur soit destiné. Et enfin, la considération sociologique anthropologique du sujet âgé a changé. Elle a changé et il y a quelques années, avec M. Firmin Bikuta, nous avons démontré, c'était les premières publications africaines qui montraient que, alors qu'on pensait que chez nous le vieillard, c'était quelqu'un de respecté, qui vit au milieu du village, entouré par ses parents, ce n'était plus le cas puisque la considération des jeunes à l'égard des personnes âgées avait totalement changé avec une perception plutôt négative, dominante, accusation de sorcellerie, de la maltraitance, de la violence, du rejet, et les personnes âgées avaient des difficultés à exprimer leur rôle social. L'école se faisant à l'occidental, la transmission des valeurs africaines ou d'expertise traditionnelle ne se fait plus. Et ces personnes âgées avaient comme besoin prioritaire l'assistance sanitaire. Elles mouraient rarement de faim, même s'il y a la dénutrition, il y a toujours quelqu'un pour donner à manger, mais pour payer des médicaments, à un moment donné, on s'arrête. En fait, ces personnes âgées dans nos familles, elles sont considérées, lorsque c'est elles qui détiennent le logement, elles ont une retraite, quelques revenus. Dans ce cas, elles sont entourées d'affection. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en réponse institutionnelle? Au Congo, tout comme dans la plupart des pays subsahariens, les questions des personnes âgées sont multisectorielles, mais il y a deux ministères qui assurent le leadership. C'est celui des Affaires sociales et de l'action humanitaire et le ministère de la Santé de la population, dans lesquels il y a des directions de la population et des services de la famille comportant des unités ou des services ou des sections consacrées à la personne âgée. La question des centres d'hébergement doit être vue parce qu'il faut éviter de faire des copier-coller. On a vu que 94% des personnes âgées vivent en famille. Donc, il y a très peu de structures d'hébergement. En fait, on a 5 centres qui sont confessionnels et un centre qui a été fait par la Fondation Congo Assistance. Du point de vue institutionnel, nous avons dans tout le département
cartographié, catégorisé le territoire en 118 circonstances d'action sociale, mais quand vous y allez, il n'y a aucune directive qui a été émise. Je regarde donc M. le directeur général des affaires sociales, M. Clotaire Tombi, qui a été aussi inspecteur général et qui est conseiller. En effet, dans ces cases qui sont nombreuses, qui sont en fait la dissociation des circonscriptions socio-sanitaires de l'époque, il n'y a pas une directive qui est spécifique à la personne âgée, bien que des politiques soient été produites. L'offre de soins ne montre qu'une filière gériatrique de la proactivité de notre gériatre, mais elle a exposé à différents moments pour dire que elle était confrontée à une incompréhension ou alors à l'inertie actuelle. Donc ces deux initiatives viennent des personnes proches de nous, à Ntiétié et à peut-être Ntiétié à Pointe-Noire et à Brazzaville. Donc on a pu mettre en place des filières gériatriques, même si elles ne sont pas forcément officiellement reconnues comme on voulait faire. Je voulais susciter quand même votre attention pour une initiative sociale. Une association a été mise en place d'aide à la personne âgée. Il y en a au moins deux. Celle-là, elle a eu le mérite d'être en règle du point de vue de la documentation officielle. Du point de vue sanitaire, je vous montre ce que le PNDS a prévu. On a prévu entre 2023 et 2026 construire 5 centres de prise en charge des personnes âgées. Bon, aucun centre n'a pu être construit. Chacun comprend les raisons de ressources. Mais le PNDS propose l'intégration des soins de gérontologie et l'information sanitaire de premier échelon. L'hypertension et le diabète ont été implantés maintenant dans les normes et procédures. Le diabète, c'était il y a peu de 10 ans avec M. Bounizabila, mais nous tardons à le faire. Donc, la directive est donnée. C'est à nous maintenant de construire dans les ordinogrammes à l'endroit des personnels de premier contact des fiches techniques pour savoir que faire. Le PNDS préconise aussi, dans les hôpitaux de deuxième et troisième échelon, de commencer à penser à créer, au-delà des filières gériatriques, des pôles spécialisés. On arrivera, et déjà, dans les affections rhumatologiques, l'âge moyen de la population que nous voyons en rhumatologie, partout ailleurs, l'âge moyen ne cesse d'avancer. Nos collègues de la RDC vont le démontrer dans leur communication. Le Congo se singularise par une production intellectuelle qu'il faut magnifier et reconnaître. C'est vrai que nous étions appelés à un moment donné le quartier latin de l'Afrique. Cela vaut même pour la conception en santé. Nous produisons beaucoup de documents et c'est la base de la planification, c'est normal. Donc de 2000 à 2010, nous avons eu un plan stratégique, une politique en réalité de 10 ans pour les personnes âgées. Ensuite, on a eu 2 plans. Donc, c'était sous la coordination de M. Jean Clotaire Tombi, et avec l'appui de l'OMS. Le problème, c'est, en réalité, comment faire pour en arriver à mettre en œuvre les grandes lignes d'action que nous préconisons. Il ne faut pas qu'on en attende, une fois que la directive est donnée, à ce que l'initiative vienne de je ne sais pas qui. C'est nous tous au quotidien, en réalité, que nous devons nous attarder. Sinon, les politiques, elles sont bien documentées. Je vous montre juste, sans insister, ce qui a été convenu dans les précédents plans, avec comme axe stratégique, vous voyez, le renforcement du cadre juridique institutionnel, la promotion de la prise en charge sociale, des filets de protection sociale, qui ont effectivement bien marché avec le projet Lusingi, et puis la promotion d'un environnement favorable. Actuellement, le plan que nous achevons, voici sa vision et l'objectif général, et je vous montre les axes. Renforcer la gouvernance et le leadership institutionnel à l'égard des personnes âgées, améliorer l'offre de soins, donc en intégrant donc les soins gérontologiques et gériatriques à tous les niveaux de la pyramide de soins, développer des filets sociaux et promouvoir la cohabitation sociale. On voici les grandes lignes d'action. On peut se réjouir que depuis juillet 2025, le Congo dispose d'une loi. C'est pas le cas dans tous les pays subsahariens, j'ai vérifié.
Mais cette loi porte protection et promotion des droits des personnes âgées. Je vous ai mis quelques articles, ou quelques grandes lignes. La personne âgée, officiellement, administrativement, c'est 60 ans et plus. Même si pour l'OMS, c'est passé à 65 ans et plus. Et on a consacré la journée du 1er octobre comme une journée de la personne âgée. Sa place est dans la famille. Tout placement est institutionnel, est exceptionnel. Il faut le dire pour qu'on n'ait pas, comme ailleurs, les enfants, une prolifération de maisons où on prend des enfants qu'on appelle orphelinats. Et dans les études faites chez nous, à la Fac des sciences de la santé, montrent que la prise en charge laissait plutôt quelquefois à désirer. Ces personnes doivent jouir d'une indépendance, d'une autonomie, faire et de la liberté. Et voilà la personne âgée. Donc ça fait force de loi. La personne âgée a droit à l'accès à la santé, à la justice, à la protection sociale. Et l'État doit, en cas de précarité, apporter une assistance sociale, financière, matérielle et toute autre forme d'appui. Elle devrait bénéficier de priorités d'accès dans les services publics, les transports en commun, et bénéficier aussi des réductions tarifaires. Pour ceux qui voyagent, vous savez que c'est fait. Ailleurs, chez nous, pas encore, je pense que c'est une loi qui a été prise. Il faut maintenant qu'il y ait des textes d'application pour que cela soit respecté. Le plus important, c'est d'abord de mettre ce cadre organisationnel et fonctionnel. Pour l'accès aux soins, c'est également dit dans cette loi, la protection sociale également. Et là, on reprend une idée de nos pères fondateurs, le père de l'indépendance, qui dès 1962 avait pris un décret pour allouer à toute personne âgée au Congo une allocation minimum de vieillesse. Malheureusement, ça n'avait pas pu être mis en œuvre, mais le texte existe bien, un décret pour que chaque personne âgée bénéficie d'une allocation vieillesse. La recherche également, elle est mise en exergue dans cette loi. Maintenant, voici les grandes lignes donc dans l'offre de soins. C'est la création des filières gériatriques, la formation des médecins avisés, l'ouverture des pôles spécialisés, la lutte contre l'agisme auprès du personnel de santé, puisque le drame, c'est que on pense que la vieillesse égale maladie. Donc la vieillesse n'est pas une maladie, c'est un processus physiologique et nous n'avons pas toujours formé notre équipe soignante à lutter contre l'agisme où les familles, la communauté attribuent à la vieillesse tout fait qui arrive chez une personne âgée. Du point de vue social, donc, il faut faire la promotion de l'accès des personnes âgées c'est un système d'assurance maladie universelle, faire des campagnes de prévention et de sensibilisation, notamment sur ce qui est nutritionnel. Il y a beaucoup de cas de dénutrition. Développer les filets sociaux en ce qui concerne la protection sociale et beaucoup de lignes d'action par rapport à la cohésion sociale. La loi d'ailleurs stigmatise et donne des amendes ainsi que des peines d'emprisonnement pour tout cas de maltraitance, de violence, de rejet. Et on propose de mettre en place, à l'image de ce que nous appelons chez nous les mbongi, des maisons des personnes des aînés. Dans notre culture traditionnelle, les aînés avaient toujours un endroit qui servait de lieu de vie et de transmission des valeurs et de l'expertise. On a réactivé le conseil des sages chez nous. Dans tous les départements, existent maintenant des conseils des sages, quitte à ce que ces conseils de sages se muent vraiment en un endroit de transmission de valeurs et d'expertise. En réalité, ce qu'il faut en retenir comme approche, c'est 4 grandes lignes en réalité. Accompagner le vieillissement et soigner les personnes fragiles ou dépendantes. Protéger et promouvoir les droits, former les ressources humaines de la santé, aviser sur les questions des personnes âgées et renforcer la recherche. Mais pour chacun de nous, par rapport à ces approches, quelle démarche pratique devons-nous emprunter? C'est d'abord, pour nous-mêmes et aussi pour les autres, réussir son vieillissement, bien vieillir. Maintenant qu'on connaît les déterminants socio-sanitaires de la santé et qu'on sait même que l'épigénétique
nous démontre comment les comportements, l'alimentation, le stress interviennent pour réguler l'expression des gènes qui peuvent favoriser des maladies ou les maîtriser, il est temps que nous remettons au centre de nos actions la promotion et la prévention. Il faut donc assister au vieillissement normal et prendre soin du vieillissement pathologique, comme les gériatres le font, puisque nous classons les sujets âgés en vigoureux, fragiles et dépendants. Ceci dit, je vous remercie en espérant avoir apporté quelques informations sur le thème. Merci beaucoup.